Chapitre 31, Syndrome. Nous étions toujours dans la salle Prométhée se réglu, Labouriu, Dari, Crispu venait de mettre un terme aux atermoiements sentimentaux de Marie Thorey. Je pouvais dès lors réclamer les explications qui m'étaient dues, tant sur la semi-immortalité des sages de l'Odyssée que sur l'histoire de la rébellion et de Guillaume. Comme Duncan venait juste de se résoudre au deuil de Constantin Marie Thorey, Guillaume ne lui imposa pas de me donner ses réponses sur l'histoire. Sous le contrôle de la communauté prométhéenne, le premier homme XZ à avoir vu le jour reprit la parole pour nous relater son existence, celle précédant sa condition immortelle. Il nous conta rapidement son enfance d'enfant noir dans la belle cité cosmopolite et harmonieuse de Montpellier, capitale ensoleillée de la non moins radieuse région Languedoc. Après quelques souvenirs personnels sur la beauté du sud de la France et la chaleur de ses habitants, il ne s'attarda pas à paraphraser les comadies en revenant sur l'histoire politique de son enfance. Il mentionna juste les liens essentiels que son pays avait tissés avec la Thriasie après avoir vaincu le fascisme et être devenu une démocratie, quelques années avant la guerre. Il nous expliqua plutôt, sous le contrôle muet du professeur Marie Thorey, que sa mutation génétique était indubitablement due à l'ingestion par son père et par lui-même de divers compléments alimentaires nano-transgéniques. Sans rentrer plus dans les détails techniques, ce fut vers l'âge de 17 ans qu'il muta. Cette nuit-là, il fit pour la première fois un rêve qui allait devenir récurrent, un songe étrange de 3 soleils dans la nuit, tel des mages annonciateurs de terribles événements. Sans réussir à aller au-delà de ce tableau aux teintes épouvantables, il se réveilla en transe. Il alla se passer de l'eau sur la figure et, en se regardant dans la glace, il se rendit compte que ses yeux devenaient orange. Comme il ne se sentait pas mal, il pensa que c'était une évolution normale de son corps et n'alla pas consulter un médecin. Personne d'ailleurs dans son entourage ne semblait inquiet. D'autre part, son nouvel aspect lui donnait un succès fou auprès des filles. Guillaume allait commencer ses études en philosophie politique à l'université Paul Valéry et avait besoin d'un peu d'argent. Du coup, il commença divers petits boulots dont des dons de sperme. Ce fut à cette occasion qu'un docteur montpelliérain, Armand Maffru, tomba sur le cas de Guillaume. Par le hasard de ses connaissances avec des infirmières de l'hôpital où se rendait Crispu, le docteur Armand eut vent de son altération. Il rentra alors en contact avec Guillaume et obtint son autorisation pour réaliser diverses analyses cliniques. Monsieur Maffru découvrit alors sa mutation et publia un article scientifique sur le sujet. À cette époque-là, le professeur Marie Thorey avait déjà créé le vaccin 5, 3, M, 9, 1, 7, 3, R, N, 3, L et savait que son instabilité était liée au chromosome de genre. Lorsque ses services de renseignement scientifique lui apprirent l'existence de Guillaume Crispu, il ordonna son enlèvement par le RAO, les services secrets indiens. Guillaume nous raconta d'ailleurs que cette nuit-là il dormait dans son studio. Étrangement, il faisait le même rêve des 3 soleils se perdant dans la nuit. Lorsqu'il fut réveillé par l'intrusion de ses kidnappeurs, il se regarda rapidement dans une glace puis fixa, à travers sa fenêtre restée ouverte, une lumière intense au milieu de l'obscurité nocturne. C'était en fait une lampe à fréquence hypnotique utilisée par ses ravisseurs. Il se sentit ensuite perdre connaissance après avoir reçu un puissant anesthésiant. Il se laissa enfin partir doucement pour se réveiller en Inde et faire la rencontre du professeur Marie Thorey. Le pragmatisme et le courage de Guillaume lui avaient vite fait accepter cette nouvelle réalité. Par contre, son arrivée dans la base secrète indienne, différente de celle où nous nous trouvions, provoqua sans le vouloir un déséquilibre affectif vis-à-vis de Constantin, le fils de Duncan. Le professeur pria Guillaume de ne pas s'étaler sur le sujet. On sentait encore une culpabilité étouffée suintée des quelques mots qu'il échangea avec Crispu. Cette situation, laquelle était en fait la finalité d'un long processus d'éloignement père-fils, se conclut par la fugue de Constantin qui alla se livrer de lui-même à l'ennemi, lui, son savoir, et son sang. Vous l'avez bien compris, le fils du professeur avait été vacciné. Du coup, après avoir analysé leur cobaye semi-immortel, les scientifiques au service des dévots réussirent à dupliquer le vaccin 5, 3, M, 9, 1, 7, 3, R, N, 3, L. Pour cela, ils furent épaulés par le docteur Moshe, apparemment un ancien ami de Marie Thorey qui l'aurait trahi au moment de sa découverte. Évidemment, cette copie du premier vaccin réalisé par Thomas Moshe resta secrète et fut simplement utilisée pour constituer le Conseil des sages de l'Odyssée.
ceux dont les dieux Comadisso auraient récompensé d'immortalité pour avoir révélé les tables divines à l'humanité. En réalité, l'opportunisme des pères des Comadi les conduisit à user de la découverte du professeur Maritoret pour forger le cœur exécutif de la nouvelle religion mondialisée. Pour avoir permis cette performance et constatation faite de sa rage envers son père, Constantin fut invité à faire partie du Conseil des sages. Il abandonna d'ailleurs son nom de famille, Maritoret, pour celui donné par le pape, un des chefs religieux de l'époque en Comadie. Constantin Jos était né